Et voici la vidéo règle d'Historia, un jeu de civilisation pour 1 à 6 joueurs. Effectivement, on peut jouer en solo. À partir de 12 ans, c'est un jeu de Marco Pranzo, édité par Gigamic. Au niveau du matériel, on commence par un grand plateau de jeu qui représente en fait l'arbre de technologie des différentes civilisations, ainsi qu'un petit planisphère sur lequel les civilisations vont se déplacer, un pourtour pour pouvoir marquer les points de victoire, une roue du temps ici, et en haut les bonus correspondant aux différents gouvernements. Nous avons ensuite 6 couleurs de pions qui correspondent à la couleur des joueurs. Chacun va pouvoir choisir sa couleur ou son peuple, car effectivement à chaque couleur de pion est associé un petit paquet de cartes avec un dos de la même couleur qui correspond à une nation particulière. Effectivement, chacun de ces paquets de cartes est composé en fait de cartes qui nous permettront de faire des actions et qui sont toutes identiques entre les joueurs, par contre elles ont un dos de couleur, ainsi que des cartes comme ça de conseillers où il y a un petit symbole qui représente un peu le peuple auquel on appartient. Donc par exemple, pour les gris, ce sont les Allemands. Les mauves sont français, les rouges sont romains, les bleus sont américains, les jaunes sont chinois, et enfin les verts sont égyptiens. Attention, il y a aussi un petit paquet supplémentaire de conseillers en fait à dos vert aussi, qu'il ne faudra pas confondre avec ceux-là, qui permettent de jouer aussi avec les Espagnols, si vous le souhaitez, à la place des Égyptiens. Alors attention, si vous jouez à moins de 6, vous pourrez enlever les cartes correspondant aux couleurs qui ne joueront pas, mais par contre vous allez pouvoir garder les cubes, car il est conseillé de jouer avec des civbots, c'est-à-dire des civilisations qui vont être gérées aléatoirement par le jeu lui-même. C'est toujours mieux en fait que la carte soit remplie par 6 nations que de jouer avec par exemple seulement 4 nations si on joue à 4. Alors ensuite, imaginons qu'on joue seulement à 4 joueurs. Il y a donc 2 civilisations qui ne jouent pas. On a choisi les Allemands et les Américains. Ceux-ci sont placés sur le côté, leurs pions, et leurs cartes sont défaussées. Ensuite, chacun va donner son plus petit jeton pour le placer sur la case 0 du pourtour du plateau de jeu qui servira à compter les points de prestige. On place aussi les petits jetons correspondant aux civbots. Ensuite, nous allons placer notre plus gros jeton sur la case 1 de l'arbre de technologie et on place aussi celui des civbots. Enfin, chacun va donner son jeton moyen qu'on va placer ici aléatoirement sur les premières cases qui serviront à voir l'ordre de jeu. Attention, par contre, ici, on ne place pas les civbots qui joueront toujours après les joueurs. Enfin, par rapport au petit cube qu'on a devant soi, on va seulement en garder 3. En placer un dans une de ces zones-là, qui sont des zones de défausse des cubes. Il y en a 2 sur le plateau, de façon à ce que les joueurs qui se trouvent autour de la table en aient un qui soit relativement accessible. Et les 5 petits cubes restants vont être placés dans une réserve générale. Ensuite, vous allez trouver des petits jetons avec un dos noir, comme ceci. Vous allez bien les mélanger et les placer en fait sur toutes les zones du planisphère. Attention, il y en a plus qu'il n'y a de zones. Vous avez donc des tuiles en plus qui pourront être remises dans la boîte et qui ne serviront pas pour la partie. Une fois ce placement effectué, vous allez pouvoir révéler en fait chacune de ces petites tuiles qui va indiquer le nombre de points de victoire qui sera attribué aux joueurs qui parviendront à prendre le contrôle en fait de ces différentes zones sur le jeu. Donc il va y avoir, c'est le chiffre qui est marqué à gauche en fait, des territoires qui vont valoir plus que d'autres, et chaque partie ce sera donc différent. Vous avez aussi 2 pions pour marquer les tours, en fait. Ce premier pion va être placé sur la zone 1, celui-là placé sur la zone avec une étoile. Ensuite, pour les bots, uniquement si vous jouez à moins de 6, hein, 6 il n'y a pas besoin de placer de bots en jeu, et bien vous allez prendre un cube de chacun des bots que vous allez disposer au hasard, en fait, sur les lignes qui sont présentées sur cette petite carte spéciale bot. Alors, vous pouvez choisir en fait le niveau de difficulté, le niveau d'agressivité en fait des bots qui vont être en jeu. Alors évidemment, pour les premières parties, je vous conseille de prendre des chieftains
et de placer les cubes en fait sur cette première ligne. Vous verrez qu'ils sont quand même assez pénibles en cours de jeu. Ensuite, vous avez des petites cartes comme ceci avec le même symbole représentant les bottes que vous allez bien mélanger et placer à côté. Enfin, vous avez des cartes leader comme ceci et des cartes monuments. Alors elles ont un petit cran comme ceci en haut à gauche de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 qui correspondent aux 3 âges pendant lesquels nous allons jouer la partie. On va donc mélanger indépendamment chacun de ces petits paquets. Puis vous allez prendre le paquet 1 des monuments et merveilles. On va, après l'avoir bien mélangé, révéler face visible autant de cartes qu'il y a de joueurs autour de la table, plus 2. Donc là, par exemple, dans notre partie à 4 joueurs avec 2 6-bottes, on ne compte pas les 6-bottes, on va donc placer 6 cartes face visible sur la table, 4 plus 2. Si on joue à 6, ben ce sera 6 plus 2, 8 cartes. Enfin, il doit vous rester un paquet de cartes avec un point d'interrogation comme ceci, qui sont des cartes événements. Alors, ils font partie d'une variante que je ne vous conseille pas de mettre dès la première partie, parce que c'est très difficile de jouer avec les événements qui viennent perturber. Et enfin, nous avons des fiches comme ceci, recto verso, qui sont des aides de jeu qu'on peut distribuer à chaque joueur autour de la table. Alors ensuite, chacun va prendre les cartes qui lui ont été attribuées, il va séparer ces cartes conseillées des cartes actions. Les cartes conseillées, il va bien les mélanger face cachée, et après les avoir mélangées, il va tirer la première carte de ces conseillés qu'il va pouvoir ajouter à sa main de cartes actions. Effectivement, les cartes actions, on va les garder en main, alors que les autres cartes conseillées vont être laissées face cachée devant nous. Une fois qu'il a fait ceci, il va aussi enlever parmi ces cartes d'action 2 cartes, celle qui représente la guerre, symbolisée par ces 2 épées croisées, ainsi que la carte représentant le tourisme avec la tour Eiffel. On enlève ces 2 cartes et on va les placer à côté du jeu dans la réserve, elles ne seront pas utilisées en début de partie. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, Historia est un jeu de civilisation. Nous allons essayer de faire croître notre civilisation quelque part dans le monde, attaquer peut-être les autres joueurs pour récupérer des territoires qui nous donneront des points de prestige et aussi augmenter en fait sur l'arbre technologique. Effectivement, ici, nous allons pouvoir avoir une technologie de science qui va augmenter et en hauteur, ça va être notre technologie guerrière. Ensuite, le jeu va se dérouler en 3 aires, en fait, R1, R2 et R3, et lors de chacune de ces aires, eh bien, on aura 4 tours à effectuer. Une fois qu'on aura fait les 4 tours de la première ère et que le pion ici repassera là, on passera à la seconde ère, on effectuera à nouveau 4 tours, dès que ça passera ici, on passera à la 3e et dernière ère qui prendra fin dès qu'on repassera cette barre. Alors, avant de débuter, chacun va choisir un leader pour le premier tour de jeu. Alors, c'est très simple, on va regarder le nombre de joueurs, donc là par exemple 4, auquel on va rajouter 1. On va prendre le paquet de piles leader de niveau 1 qu'on va bien mélanger. Et le joueur qui est dernier sur l'ordre du tour, donc là par exemple notre joueur rouge, va piocher autant de cartes leader qu'il y a de joueurs autour de la table, plus une. Sauf dans le cas où on joue à 6 joueurs, effectivement il n'y a que 6 cartes, donc si on joue à 6, on n'en prendra pas 7, on n'en prendra que 6, mais sinon c'est toujours le nombre de joueurs plus 1. Donc là, on en prendra 5, ce joueur rouge va pouvoir consulter en fait les différents leaders, il va pouvoir choisir le leader de son choix et le placer face cachée pour le moment devant lui, avant de passer ses cartes au deuxième joueur le plus en retard, c'est-à-dire le violet, qui lui aussi va pouvoir choisir un leader, et on va passer ainsi de suite jusqu'au dernier joueur qui choisira parmi les 2 cartes restantes, si on joue à moins de 6, le leader de son choix. Une fois que chacun l'a choisi face cachée, eh bien on les révèle tous en même temps face visible sur la table. Les leaders excédentaires sont remis dans la boîte et ne seront plus utilisés pour la partie. Ensuite, chacun va pouvoir choisir son territoire de départ. Alors on va le faire dans le sens de l'ordre de tour cette fois-ci, non pas dans le sens inverse comme pour la distribution des leaders. Le joueur jaune va prendre un des 3 cubes qui lui restent devant lui,
Et il va placer ce cube sur le territoire de son choix, en sachant que les gros chiffres rapportent plus de points. Mais attention, au début de partie, ce n'est peut-être pas forcément une très bonne idée de se placer directement sur les gros chiffres, car effectivement, les bots, si vous jouez avec eux, vont de préférence s'attaquer aux joueurs qui se trouvent sur les plus gros territoires. Donc voilà, à vous de voir où c'est que vous vous placez, et il est conseillé aussi de ne pas se placer trop éloigné des autres joueurs en cours de jeu, car il y a des petits avantages à être voisin avec les autres. Une fois que chaque joueur a donc choisi son territoire, on va placer les bots si on joue à moins de 6, évidemment. On commence par celui qu'on a placé à gauche aléatoirement, donc là le joueur gris, qui va se placer sur la tuile où il y a le plus gros chiffre visible de marqué à droite. Donc là par exemple c'est le 16 qui est le plus gros, donc en fait, hop, notre joueur gris, bot gris va commencer ici. Ensuite, on prend un cube du deuxième joueur qui va se placer sur le deuxième chiffre le plus grand. Ben là, c'est le 15. Évidemment, si ça avait été occupé déjà par un autre joueur, eh bien, il ne se serait pas mis avec l'autre joueur et il aurait été sur le chiffre inférieur. Donc là, imaginons qu'il décide de se placer là. Alors, comme on sait à l'avance que les bots vont se placer sur ces gros chiffres, eh bien, on peut essayer aussi de calculer où se placer le mieux. Donc là, par exemple, 2 joueurs se sont mis sur les États-Unis, enfin sur l'Amérique, les Amériques, parce que si on laisse un joueur tout seul en fait sur les Amériques, eh bien, il sera un petit peu tranquille tant que les autres joueurs n'ont pas découvert la civilisation. Il faut toujours être au moins 2, si c'est pas un joueur, au moins qu'il y ait un bot en fait sur les Amériques. Alors, comment va se dérouler le jeu? Eh bien, le jeu va se dérouler en différentes manches. Lors de chaque manche, on va faire plusieurs tours de jeu, en général, en choisissant en fait une carte que les joueurs vont tous placer face cachée. Une fois que tout le monde aura choisi sa carte, on les révélera tous en même temps, et ensuite on résoudra ces cartes dans l'ordre du tour. Une fois que ceci est fait, eh bien on rejouera une autre carte par-dessus la première face cachée. Lorsque tout le monde aura choisi face cachée, on la révélera et on la jouera aussi dans l'ordre du tour. Jusqu'à ce qu'un joueur joue une carte révolution qui mettra fin à la manche en cours. À la fin de cette manche, on réalisera ce qui est marqué en fait à côté du pion qui indique à quelle manche on est. Une fois que ce sera fait, on déplacera le pion sur la nouvelle manche et ce sera reparti avec des tours d'action indéterminés, avec les joueurs posant leurs cartes face cachée, puis en les révélant face visible et en les déroulant dans l'ordre. Alors, quelles sont les actions que les joueurs vont pouvoir réaliser? Eh bien, elles correspondent chacune aux cartes que les joueurs ont reçues en main en début de partie, et on a tous les mêmes, sauf la carte de conseiller qui est différente pour chaque joueur, puisqu'elle a été tirée au hasard parmi les cartes de conseiller correspondant à chacune des nations. Premièrement, nous avons la recherche, symbolisée par ce petit octogone. Alors la recherche va nous permettre tout simplement de faire progresser notre pion vers la droite du plateau de jeu. Le pion de technologie, en fait, va être décalé d'une case vers la droite lorsqu'on va jouer une telle carte. En revanche, cela va avoir un coût en cubes, et ceci correspond aux cubes qui sont placés devant nous. Je vous rappelle qu'en début de partie, nous n'en avons que 2, puisque le troisième a été placé sur la carte. Quand il y a ce symbole-là, ça veut dire, avec une barre comme ceci, défausser un cube dans une des zones de défausse pour pouvoir réaliser l'action. Donc là, il suffira de défausser un cube qui est devant soi dans une des zones de défausse pour pouvoir augmenter de 1 sa science. Ensuite, nous avons à peu près la même chose, mais cette fois-ci avec le militaire. Ça va nous permettre de décaler notre pion vers le haut de l'arbre de technologie, en fait, de grimper en fait comme ceci. Alors pour grimper comme ça, eh bien c'est pareil, il faudra défausser un cube pour pouvoir augmenter de 1 son niveau guerrier. À partir du moment où on aura découvert le métal et la forge, eh bien on pourra aussi défausser 3 cubes devant soi pour augmenter de 2 sur ce niveau, mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Ensuite, nous avons cette carte-là qui va permettre de faire de l'art. Et l'art va nous permettre de construire des monuments.
Pour cela, toujours pareil, il faudra défausser un cube sur une zone de défausse pour avoir le droit de choisir gratuitement un des monuments qu'on a placé face visible à côté du plateau de jeu. Le joueur prendra ce monument, pourra le placer devant lui face visible, et plus tard dans la partie, il pourra utiliser le pouvoir de ce monument. Nous y reviendrons un peu plus tard. Ensuite, nous avons l'action de commerce. Alors celle-ci va nous permettre d'augmenter notre niveau technologique en science, c'est-à-dire d'augmenter son pion en le faisant aller vers la droite, à condition de se trouver adjacent ou sur la zone où il y a un joueur qui a une technologie supérieure à la nôtre. Alors, à chaque fois au niveau symbolique, en fait, quand il y a du noir, eh bien, ça correspond à nous. Quand il y a du rouge, ça correspond à un autre joueur. Donc, ce petit symbole indique que si on est dans un territoire adjacent à une civilisation qui a un niveau de science supérieur au nôtre, on pourra, en jouant cette carte, augmenter de 1 niveau de science, mais à condition, c'est cerclé en rouge, donc ça correspond à l'adversaire, de donner 2 points de prestige à la civilisation à laquelle on pique la technologie. Alors les points de prestige, ça correspond au pourtour du plateau de jeu, donc en fait si je joue une telle carte, eh bien j'augmenterai de 2 le niveau de mon adversaire, mais par contre moi j'augmenterai de 1 mon niveau technologique. Ensuite, nous avons l'action expansion. Alors cette action va nous permettre de nous développer sur la carte et donc d'acquérir un nouveau territoire en plaçant un cube dessus. Donc quand je joue cette carte, je prends un cube qui est devant moi et je vais le placer tout simplement sur une zone adjacente à laquelle se trouve mon cube. Alors en fait, la majorité des territoires sont séparés par une petite ligne blanche, comme ceci, sauf ici. On peut aussi passer par-dessus, en fait, Panama. Et ici aussi, les terrains qui se rendent, en fait, jusqu'en Australie sont considérés comme étant adjacents. Donc de là, on peut passer à là, de là à là ou à là. Par contre, pour le moment, on ne pourra pas traverser les océans pour se rendre en Amérique et inversement. Alors attention, avec cette action, rien n'empêche de pénétrer à l'intérieur du territoire contrôlé par un autre joueur. Donc si je choisis de placer comme ceci un cube sur une zone adjacente à moi, eh bien ça peut très bien être sur une zone où il y a déjà un adversaire. Nous avons ensuite l'action de pillage, représentée par ce petit cheval avec un chevalier dessus. Eh bien ça va permettre, si on se trouve adjacent à une civilisation de niveau guerrier inférieur au nôtre, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit plus bas que nous sur l'arbre de technologie, puisque c'est la hauteur cette fois-ci qui compte, et bien à ce moment-là, j'aurai le droit de récupérer un cube dans une des zones de défausse, et je gagnerai un point de victoire. Il ne se passe rien de plus. Donc voilà pourquoi il est intéressant de se trouver à côté d'autres civilisations, pourquoi pas en début de partie, et ensuite au cours de la partie pour pouvoir les harceler et ainsi récupérer les cubes, car je vous rappelle que toutes les autres cartes pratiquement utilisent les cubes qui sont devant nous pour les placer dans les défausses, et bien celle-ci nous permettra de récupérer en fait des cubes dans les défausses, mais uniquement sur les joueurs qui se trouvent à côté de nous ou sur notre case d'ailleurs, ça marche aussi. Ensuite, nous avons l'esclavage. Alors ça va permettre de récupérer tout simplement 2 cubes dans les réserves. Donc c'est assez pratique aussi pour récupérer des cubes. Enfin, pour le moment, nous avons la carte Révolution. Alors la carte Révolution va permettre de changer en fait de manche. Attention cependant, les joueurs n'auront pas le droit de jouer de cartes de Révolution tant qu'ils n'ont pas déjà placé 3 autres cartes devant eux d'actions. Donc il faudra déjà avoir au minimum fait 3 actions pour avoir enfin le droit de jouer une carte de révolution. Alors celle-ci va nous permettre de récupérer en fait des cartes déjà jouées, mais nous verrons ça un petit peu plus tard. Pour finir, nous avons les cartes conseillées qui sont spécifiques à chacune des nations. Nous avons vu qu'en début de partie, nous en avons tiré une que nous avons mis dans nos cartes actions. Alors toutes ces cartes font des effets spéciaux que nous verrons un petit peu plus tard. Et on peut les jouer à la place d'une carte action, toujours pareil, en les mettant face cachée et en les révélant ensuite. On commence donc le premier tour en choisissant chacun la carte d'action qu'on souhaite effectuer lors de ce premier tour et en la plaçant face cachée devant nous.
Une fois que c'est fait, eh bien, tous les joueurs vont révéler leurs cartes en même temps. Alors une fois que c'est fait, on peut évidemment regarder ce que les autres joueurs vont faire dans le tour, et puis ensuite on va jouer dans l'ordre du tour qu'on a tiré au hasard au début. Donc là c'est le joueur jaune, le joueur égyptien, qui est placé en Amérique du Sud, c'est très logique, qui va commencer. Il a choisi cette carte action, qui est une carte d'art. Il a donc décidé de construire un monument. Il va donc défausser en fait un cube qui se trouve devant lui dans une des piles de défausse, donc ici, et il choisit donc immédiatement le monument qu'il décide de construire. Eh bien, il décide de construire la pyramide de Gizeh, par exemple. Alors, la majorité des bâtiments va permettre en fait d'obtenir un bonus lorsqu'on utilise la carte, lorsque l'on réalise une action particulière. Donc là, par exemple, pour Gizeh, on voit que ça correspond à ce symbole qui est celui de l'expansion, c'est-à-dire lorsqu'on va jouer une carte d'expansion, le joueur pourra jouer cette carte en l'inclinant devant lui pour indiquer qu'il l'a utilisée pour la manche en cours. Lorsqu'il l'inclinera, eh bien, ce symbole, vous devez vous en rappeler, c'est tout simplement récupérer un cube dans une des réserves. Donc à chaque fois qu'il va faire une expansion, il pourra, s'il n'a pas encore utilisé cette carte, récupérer un cube dans une réserve, ce qui est intéressant. Son tour est alors terminé, alors attention, il est interdit d'utiliser un monument que l'on vient juste de construire, donc, mais bon là ce n'est pas le cas, de toute façon il n'aurait pas pu l'utiliser puisque ce n'est pas une action de développement qu'il a fait. Et on passe donc au joueur suivant, le joueur vert, qui a lui choisi de faire de la recherche scientifique en jouant cette carte-là. Il défausse donc, comme indiqué dessus, un cube dans une zone de défausse, et après l'avoir fait, eh bien, il peut tout simplement augmenter de 1 en fait sur la science en déplaçant son jeton ici. Alors attention, à chaque fois qu'un joueur va faire une évolution scientifique, on va bien regarder sous la colonne où il se trouve s'il ne gagne pas quelque chose, car effectivement il y a différents symboles de représenter. Le symbole en gris représente tout simplement en fait la technologie qu'il a inventée. Donc au début on commence avec le feu et là il a découvert l'agriculture symbolisée par le blé. Juste après avoir découvert l'agriculture, il découvre aussi ceci. Comme c'est un octogone qui est représenté, ça correspond à une action et donc à une carte spéciale qui est la guerre. On a vu qu'en début de partie, en fait, nous avons placé en fait la carte guerre à l'extérieur du plateau de jeu. Et bien, dès que ce joueur va arriver ici, il va pouvoir recevoir cette carte qui lui permettra de faire une nouvelle action, l'action déclarer la guerre. Alors, plus tard dans la partie, lorsque ce joueur jouera cette carte, eh bien, il pourra tout simplement déclarer la guerre à une nation qui a un cube dans le même territoire que le sien. Effectivement, on ne peut pas déclarer la guerre à un territoire adjacent, il faut avoir un cube sur le territoire que l'on attaque. Il faudra absolument avoir un niveau militaire supérieur au niveau militaire de l'adversaire que l'on attaque. Et lorsqu'on joue cette carte, eh bien tout simplement on gagnera 2 points de prestige sur le pourtour du plateau de jeu et on fera perdre le cube de l'adversaire qui est présent sur ce territoire. Ce cube rejoindra une réserve commune. Mais reprenons notre exemple de tour. Nous sommes donc au tour du joueur violet. Celui-ci a décidé d'augmenter son niveau technologique guerrier en jouant cette carte-là. Il défausse donc un cube qui se trouve devant lui dans une des zones de défausse. Et ensuite, il augmente tout simplement de 1 son niveau guerrier en avançant son pion vers le haut. Alors attention, lorsqu'on augmente son niveau militaire, on regardera à gauche s'il n'y a pas aussi un bonus qui est accordé par ce nouveau niveau militaire. Là, ce n'est pas le cas, il n'y a rien sur le niveau 2. Et attention, une fois qu'on se trouve ici en bord de plateau, eh bien on ne pourra plus augmenter de ce côté-là. Il faudra donc que ce joueur joue d'abord à une évolution scientifique avant de pouvoir à nouveau augmenter son niveau technologique en guerre.
On repasse donc à notre quatrième joueur, le joueur rouge, qui avait choisi lui aussi de faire de l'art comme le joueur égyptien, et donc il choisit tout simplement une des cartes qui est ici, en défaussant un cube sur une des zones de défausse. Alors attention, une fois que le tour est terminé, les joueurs ne vont pas récupérer la carte qu'ils ont jouée précédemment. Ils vont jouer face cachée une nouvelle carte d'action par-dessus la première qui ne sera plus disponible. Donc il faut faire attention en fait dans l'ordre dans lequel on joue nos cartes. Une fois que chacun l'a placé face cachée sur la deuxième, eh bien, tout le monde peut révéler et c'est reparti en fait pour la résolution à partir du premier joueur. Alors on est donc reparti par le joueur égyptien, celui-ci a décidé de faire une expansion. Il prend donc un cube qui se trouve devant lui pour le placer sur un territoire adjacent à un où il se trouve. Ben là il n'a pas le choix, il est obligé en fait de conquérir le nord de l'Amérique du Sud. Mais il avait acheté Gizeh à un tour précédent, il peut donc utiliser cette carte qui, je vous le rappelle, lui permet de récupérer un cube d'une des fosses s'il fait une action d'expansion. Donc c'est bien le cas, il vient de faire une action d'expansion, il va tout simplement incliner sa carte Gizeh pour indiquer qu'il fait cette action, et il récupère donc un cube d'une des fosses pour le remettre devant lui. Le joueur vert décide de trouver de l'art, donc il défausse et il récupère une des cartes restantes. Alors nous n'en avons pas rajouté, donc il y en a de moins en moins. Si vous voulez des cartes de monuments, eh bien il faut se dépêcher en fait de les prendre. Et il décide de prendre Luxor, qui lui permettra de gagner un point de victoire lorsqu'il utilisera la carte, si il est premier en technologie, en science en fait. Donc c'est-à-dire s'il est le joueur le plus avancé vers la droite, eh bien il pourra marquer un point de victoire en inclinant cette carte. Donc imaginons qu'il décide, il a l'air d'être vraiment parti pour la science, c'est normal car il a choisi un leader aussi qui lui permet de gagner des points de victoire pour sa science. Il place donc cette carte face visible devant lui. Et on passe au tour du jour suivant. Le joueur violet qui a décidé de faire une expansion à partir de l'endroit où il se trouve. Il prend donc le cube qui est devant lui et il peut choisir d'aller sur n'importe quel territoire adjacent. Alors il pourrait essayer d'aller embêter le Sivbot, mais il a un petit peu peur. Il se dit, bon, tant qu'à faire ici, il y a quelque chose qui rapporte pas mal de points. Donc je vais plutôt me développer par là, et comme ça je serai aussi au contact avec le joueur bleu, et peut-être que je pourrai plus tard lui piquer des technologies. Enfin, le joueur rouge a décidé de jouer l'esclavage, il peut donc récupérer 2 cubes dans une réserve et les replacer devant lui. Il aurait bien aimé utiliser la capacité spéciale de son bâtiment, mais celui-ci demande à ce qu'il soit le premier au niveau militaire, ce qui n'est pas le cas, donc il ne peut pas l'utiliser pour l'instant. On est donc reparti pour un tour, chacun a choisi sa carte face cachée et ensuite l'a révélée. Le joueur jaune a décidé de jouer une carte de conseiller. Alors, cette carte-là, quand il y a ce symbole-là avec une carte inscrite en rouge et un 1 dessus, ça veut dire la plus ancienne carte d'action jouée. Récupérer la plus ancienne carte d'action jouée. Donc en fait, en jouant cette carte ici, ça lui permet de récupérer la première carte d'action qu'il avait jouée et de la remettre dans sa main. La deuxième indique 1 avec le symbole de science, il augmente donc de 1 sa science, il passe ici. Comme il est arrivé à ce niveau-là, il reçoit lui aussi sa carte de guerre et il peut l'ajouter en fait à sa main. Une fois ceci fait, les cartes de conseiller par contre ne restent pas en fait dans les cartes que l'on a jouées et on va immédiatement la défausser définitivement, elle ne sera plus utile pour le jeu. Le joueur vert et le joueur violet ont chacun décidé de jouer une carte esclavage pour pouvoir récupérer 2 cubes car il n'en avait plus devant lui. Et enfin, le joueur rouge a décidé de jouer une carte conseiller Trajan qui va lui permettre, en défaussant un cube, d'augmenter son niveau technologique guerrier et de gagner un point de victoire. On est reparti, chacun a choisi une nouvelle carte et on résout. Donc le joueur jaune décide de récupérer la carte de son choix puisqu'il a joué en fait la construction d'un monument. Ça lui demande de défausser un cube. Ensuite, le joueur vert a décidé de jouer Nefertiti qui lui permet de gagner 1 en science et 1 point de victoire. Donc hop, il augmente encore d'un ici, il invente donc l'élevage.
et il ne gagne pas de bonus plus particulier. Mais après avoir fait ceci, en fait, il augmente aussi de 1 en point de victoire ici. Et il décide de jouer Luxor, car Luxor, en tant que bâtiment qu'il avait acquis à un tour précédent, lui permet, s'il est le premier en science, et là maintenant c'est le cas, de gagner un point de victoire. Il incline donc Luxor pour montrer qu'il l'a utilisé, et il gagne un point de victoire supplémentaire. Alors, le joueur violet a décidé de déclencher une révolution. Effectivement, je vous le rappelle, pour avoir le droit de jouer une révolution, il faut déjà avoir au minimum 3 cartes placées face visible devant soi. Donc là, c'était le cas et il a décidé de la faire. Lorsqu'on fait une révolution, premièrement, ce petit symbole indique qu'il va pouvoir récupérer la carte placée face visible devant lui de son choix. Ensuite, ce symbole-là va indiquer qu'il va récupérer la dernière carte jouée sur son paquet. Donc en général, comme ça va être la révolution qui est posée, eh bien c'est la révolution qu'il va tout simplement récupérer. Enfin, ceci indique qu'on passera à la fin de la manche en cours. Et ça sera valable donc pour tous les joueurs. Mais par contre, tous les joueurs restants à jouer après lui ont quand même le droit de faire l'action de la carte qu'ils ont choisie. Donc en faisant la révolution, il décide de récupérer la carte qu'il veut parmi celles qui sont visibles. Donc par exemple, il pourrait décider de récupérer l'esclavage. Ensuite, il récupère la carte du dessus du paquet, donc c'est-à-dire la révolution. Et puis, il y aura donc un déclenchement de fin de tour après que le joueur rouge ait joué le sien. Notre joueur rouge a décidé, lui, de défausser un cube pour augmenter sa science de 1. Hop, il récupère aussi sa carte de guerre. Alors, lorsqu'un tour prend fin parce qu'une révolution est déclenchée, si on joue à moins de 6 joueurs et qu'on a joué avec des Sivbots, eh bien, c'est maintenant qu'on va faire agir les Sivbots. On va tout simplement récupérer les cartes Sivbot avec ce dos-là, on va bien les mélanger et on va commencer par faire agir la première nation. Donc ici nous avions mis par exemple le gris. Il y a un chiffre qui est indiqué à côté du niveau auquel on a placé la Sivbot. Ici nous avons décidé de commencer avec des Sivbots pas trop méchantes. Il y a un 3 de marqué à côté, ça veut dire que chacune des Sivbots va jouer 3 cartes d'action maintenant. Donc après avoir bien mélangé ces cartes, on va tout simplement tirer la première carte et la nation grise va réaliser cette action. Alors là, la nation grise joue une action d'art, tout simplement. Elle va donc récupérer une carte de monument restante. Elle va tout simplement prendre la carte la plus à droite de la ligne qui reste, donc c'est-à-dire Stonehenge là, et elle va être donc défaussée définitivement. Elle ne l'utilisera pas en fait, mais ça retire en fait des bâtiments disponibles pour les autres joueurs. Ensuite, on voit qu'il y a aussi un symbole de point de victoire, donc elle va marquer aussi un point de victoire pour avoir fait cette action. On avance donc son petit marqueur sur le pourtour du plateau de jeu, et on tire une deuxième carte. Hop, une carte guerre. Donc si elle s'était trouvée avec quelqu'un dans son territoire, elle aurait déclenché une guerre contre ce joueur, à condition d'avoir un niveau technologique militaire supérieur. Bon, là, ce n'est pas le cas, elle est toute seule dans sa zone, donc l'action guerre est défaussée sans la réaliser. Enfin, elle tire une troisième carte. Cette carte indique qu'elle augmente de 1 en science. C'est donc la nation grise. Hop, on la fait augmenter ici. Alors même si elle n'est pas en guerre, elle aurait pu faire la guerre quand même, car elle n'a pas besoin en fait de cartes spéciales. Ce sont celles-ci, les cartes spéciales des civilisations gérées par le jeu. Et ensuite, elle gagne un point de victoire aussi pour avoir réalisé cette action. Alors ensuite, on passe à la civilisation neutre supplémentaire. On reprend les cartes qu'on a utilisées en fait pour les remélanger avec le paquet de 6 cartes des cartes action bot. Et c'est reparti pour la deuxième. Alors attention, dans les cartes de bot, il y a des cartes comme ça qui font deux choses à la fois. Donc là, si par exemple notre nation bleue tire cette carte-là, eh bien d'abord, elle va faire une expansion. Alors l'expansion pour les bots, eh bien c'est tout simplement de regarder tout d'abord s'il y a un territoire libre qui se trouve à côté de son endroit, et elle va toujours d'abord se diriger vers les endroits libres.
S'il y a plusieurs endroits libres, elle se dirigera vers celui qui a le plus gros chiffre de marqué à droite. Donc là, par exemple, hop, elle viendra se déplacer ici, puisqu'il n'y a pas de zone libre à côté d'elle pour le moment. Il y a aussi une autre carte comme celle-ci qui lui permet en fait d'augmenter de chacun de ces niveaux, d'abord la science et ensuite la guerre, de un niveau. Donc là, comme c'est la civilisation bleue, eh bien, elle commence d'abord par la science et ensuite par la guerre. Paf, elle peut se retrouver en fait rapidement en tête devant les joueurs. Enfin, troisième carte, par exemple, si elle tire à nouveau celle-ci, hop, eh bien, elle augmente encore sa science de 1. Et puis cette fois-ci, c'est marqué sur la carte, elle gagne aussi un point de prestige. Alors, une fois que les éventuels bots ont joué, eh bien, on va réaliser les actions de fin de manche qui sont indiquées ici. On les réalise toujours dans cet ordre-là. Alors, tout d'abord, ce premier symbole correspond au bonus de gouvernement. Les joueurs vont gagner effectivement des points de victoire en fonction de l'endroit où ils sont arrivés sur l'arbre technologique et de la couleur de l'endroit où ils se trouvent. Effectivement, en gris, c'est les clans. En orange, ce sont les nomades. Ensuite, en jaune, il y a les cités-États. En vert, les empires. En bleu foncé, en fait, le mercantilisme. En violet, le temps des Lumières. En orange, le consumérisme. En rose, c'est difficile à atteindre, l'utopie. Et enfin, en gris tout en haut, les barbares. Ensuite, le deuxième symbole indique que tous les joueurs vont récupérer les deux plus anciennes cartes actions qu'ils ont jouées lors du tour. Le joueur vert récupérera par exemple ces deux cartes-là, hop, qu'il pourra remettre dans sa main, mais celle-ci ne sera pas utilisable pour le tour suivant. Enfin, le dernier symbole veut dire que chaque joueur va récupérer en fait ses monuments, c'est-à-dire que tous les monuments qui auront été utilisés ont été inclinés lors du tour, et bien tous les joueurs vont pouvoir redresser tous leurs monuments, ils vont à nouveau pouvoir les utiliser lors de cette prochaine manche. Enfin, ceci indique qu'on va déterminer un nouvel ordre du tour, et ça va dépendre en fait du nombre de points de prestige que les joueurs ont gagnés. On va regarder les joueurs qui sont les joueurs les plus en retard, et ce sera eux qui auront le droit de jouer en premier. Dans mon exemple, en fait, c'est le violet et le jaune qui sont tous les deux les plus en retard. Donc ils vont jouer sur les premières places en fait. Ensuite nous avons le joueur vert qui est le plus avancé, donc lui va jouer en dernier, et le joueur rouge va jouer à cet emplacement-là. Comme ici tous les deux sont sur la même case, au tour précédent ils ont joué dans cet ordre-là, et bien on va changer cet ordre en donnant la priorité à celui qui a joué en dernier à la manche d'avant. Ceci étant fait, on peut déplacer le pion sur la manche suivante et on va à nouveau jouer de la même façon, mais cette fois-ci, on résoudra les cartes en fait dans l'ordre indiqué ici. Alors attention, à la fin de la deuxième manche, il y aura plus de choses à faire. Effectivement, c'est indiqué ici par des petits symboles. Tout d'abord, on gagnera des points de victoire pour les territoires que l'on contrôle. Et pour contrôler un territoire, il faut être seul sur ce territoire. Donc là, par exemple, le joueur jaune marquerait 1 plus 1, on s'occupe du chiffre qui est indiqué à gauche, le joueur rouge marquerait 3 points. Mais si jamais ils avaient réussi à se développer, donc par exemple le rouge avait réussi à se développer comme ça, et était venu se déplacer dans le territoire du joueur jaune, et bien pour ce territoire-là, les points ne seraient attribués à personne. Deuxièmement, ce petit symbole plus un cube indique que chaque joueur va recevoir un nouveau cube de la réserve générale qui rejoindra les réserves du plateau de jeu. Nous avions vu effectivement qu'en début de partie, chaque joueur avait déjà un cube de placé sur un territoire, avait 3 cubes en réserve devant lui et un cube dans une petite réserve du plateau de jeu. Et bien, à chaque fois qu'on va arriver sur une telle fin de manche, et bien à ce moment-là, on pourra rajouter un cube dans les réserves, ce qui donnera un petit peu plus de latitude aux joueurs, car effectivement, à chaque fois qu'on étend son territoire, on est obligé de poser un nouveau cube, et donc vous en aurez besoin de nouveau. Ensuite, chaque joueur va pouvoir justement récupérer dans ses réserves du plateau de jeu autant de cubes qu'il occupe de territoire, c'est-à-dire autant de cases où il a un pion présent. Donc là, par exemple, 2 cases pour le joueur jaune pourra récupérer 2 cubes dans une des réserves du plateau de jeu.
Attention, c'est occupé, c'est-à-dire que même si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on était dans cette situation-là, le joueur jaune pourrait quand même récupérer 2 cubes des réserves et le joueur rouge 3 des réserves. Enfin, comme sur la manche précédente, les joueurs marqueront des points pour leur bonus de gouvernement, ils récupéreront en fait tous les bâtiments qui sont devant eux, ils pourront les remettre droits, et ils repiocheront les 2 plus anciennes cartes d'action qu'ils ont jouées lors de ce tour, ou lors d'un tour précédent d'ailleurs. Enfin, on passera au nouvel ordre de tour et on va par contre remettre en jeu de nouveaux bâtiments. Alors attention, à la fin de cette manche, eh bien, tous les bâtiments qui n'auront pas été construits pendant les 2 premières manches seront définitivement défaussés et on les remplacera par de nouveaux bâtiments, toujours tirés sur le paquet 1. Et toujours selon le même ordre, c'est-à-dire un bâtiment par joueur plus 2. Enfin, on pourra déplacer le pion sur la nouvelle manche. Attention, n'oubliez pas qu'avant d'effectuer le comptage, les Sivbots effectueront aussi leur tour. Les joueurs jouent donc leurs cartes dans l'ordre du tour, jusqu'à ce qu'un joueur joue une révolution, et juste après la révolution, les Sivbots agissent avant qu'on effectue ce qui est indiqué sur le plateau de jeu. Donc pour cette manche-là, c'est exactement pareil que la première manche en fait, donc les mêmes bonus. Ensuite, on passe à la dernière manche de l'ère en cours. Et là, c'est un petit peu comme là, on marque des points pour les territoires, on rajoute un cube dans les réserves, ensuite on récupère autant de cubes qu'on a de territoires occupés, et là par contre, il va y avoir les leaders qui vont rentrer en jeu. Alors, les leaders sont les cartes leaders que les joueurs ont choisies en début de partie. Effectivement, c'est à ce moment-là, lors de la fin d'une ère, qu'ils vont pouvoir marquer des points de victoire supplémentaires s'ils ont réussi à faire les objectifs qui sont donnés par ce leader. Chaque carte leader propose effectivement à gauche et à droite un objectif particulier à tenter d'atteindre au cours de la manche pour pouvoir marquer des points supplémentaires. Alors, ce symbole-là, avec un petit drapeau, indique être présent dans un territoire. Donc, si à ce moment-là, le joueur qui a récupéré Alexandre, par exemple, a 2 cubes de placés sur la carte du monde, même s'ils sont avec d'autres pions, d'autres joueurs, il marquera 3 points de victoire. Et ceci demande en fait tout simplement d'avoir un niveau technologique guerrier de 7 minimum, et le joueur marque 6 points de victoire. Il y a évidemment la même chose pour la science, donc là ce joueur-là a particulièrement choisi en fait un personnage qui lui donnera des points de victoire s'il est parvenu à atteindre le niveau 7 en science, et certains autres, par rapport à ce symbole-là, qui correspond au monument, doivent essayer de construire un certain nombre de bâtiments au minimum pour pouvoir obtenir des points de victoire. Donc là, 4 bâtiments dans la manche. Alors attention, petite règle particulière aussi, si les joueurs n'ont pas réussi leurs objectifs de leader, eh bien les points seront attribués aux Sivbots si vous jouez avec elles. À ce moment-là, on fera le total de tous les points qui n'ont pas été gagnés par les joueurs, on fera la division entre les Sivbots et chaque Sivbot gagnera donc une partie des points qui n'ont pas été gagnés par les joueurs. Alors, cette règle est quand même assez difficile, vous verrez que les Sivbots gagnent quand même beaucoup de points de victoire, donc je vous conseille sur les premières parties de ne pas l'appliquer. Une fois donc que tous les joueurs ont comptabilisé leurs points, eh bien les cartes de leader seront défaussées définitivement et remises dans la boîte, ils ne seront plus utilisés au cours de la partie. Après avoir comptabilisé les leaders, eh bien on passe tout simplement au bonus de gouvernement, récupérer ces bâtiments. Par contre, les bâtiments ne sont pas perdus par les joueurs, ils vont rester d'une manche à l'autre, on va les garder jusqu'à la fin du jeu et il n'y a aucun moyen de les détruire, enfin de détruire ceux des adversaires. Après, on peut détruire les siens, nous verrons cela un peu plus tard. Ensuite, on récupère évidemment les deux cartes d'action les plus anciennes que l'on a jouées. Et enfin, nouvel ordre de tour. Attention, il va aussi y avoir de nouveaux bâtiments qui vont être attribués. Comme pour la mi-manche en fait, tous les bâtiments qui n'ont pas été construits seront défaussés. Et par contre, cette fois-ci, on installera de nouveaux bâtiments, toujours pareil, le nombre de joueurs plus 2, mais on passera au niveau 2, et donc ça va être des bâtiments un petit peu plus intéressants et plus forts que ceux de niveau 1. Tous les niveaux 1 pourront être remis dans la boîte, sauf ceux qui sont devant chaque joueur. Ceci étant fait, on passe à l'attribution de nouveaux leaders. De la même façon, nous allons prendre en fait tous les leaders de niveau 2 cette fois-ci.
Toujours pareil comme en début de partie, on va en piocher en fait autant que le nombre de joueurs plus 1. Et ce sera le premier joueur de l'ordre du tour qui fera sa sélection avant de passer au deuxième joueur, au troisième joueur et au quatrième joueur. Alors, lors de la mise en place au début du jeu, nous avons vu qu'on attribue les leaders dans l'autre sens. Mais là, par contre, en fait, comme cela tient compte en fait du nombre de points de victoire que les joueurs ont, c'est le joueur qui a le moins de points de victoire qui est premier joueur, et donc, comme compensation, c'est lui qui choisira son leader en premier. Alors, les leaders de l'ère 2 sont pareils que les autres, sauf qu'ils rapportent plus de points de victoire, mais qu'évidemment, il faut obtenir des niveaux plus importants et être présent sur des territoires de façon plus importante. Et attention, il y a un nouveau symbole qui existe, celui-ci, qui correspond à un nombre de points de victoire. Si ce joueur-là a réussi à atteindre ce nombre de points de victoire, eh bien, il gagnera des points de victoire encore en plus. Et c'est pareil pour le fabuleux Charlemagne, qui demande d'avoir obtenu 55 points de victoire à l'issue de la deuxième ère. Je vous rappelle qu'après être passé ici, hop, on va mettre le pion là et on passera à l'ère 2. On continue à jouer normalement jusqu'à ce qu'on arrive à cet endroit-là, et c'est là qu'on comptera les leaders de la deuxième ère. Une fois le tour terminé, évidemment, on passera au niveau 3, on fera un dernier tour de jeu, et lorsqu'on arrivera à cet endroit-là, on fera le décompte final des leaders, et la partie prendra fin. Évidemment, en fin de partie, on regardera le joueur qui a obtenu le plus de points de prestige, et c'est lui qui l'emportera. Alors attention, si jamais il y a une égalité entre plusieurs joueurs, on fera la somme de leur niveau technologique, c'est-à-dire ajouter le chiffre qui se trouve ici par rapport à leur pion, avec le chiffre qui se trouve là, et le joueur qui a le plus gros total l'emportera. Alors, reparlons un peu en détail de la guerre. Effectivement, pour pouvoir réaliser la guerre, nous avons vu que déjà il faudra être au niveau 2 en sciences, sinon on n'a pas cette carte de disponible, et elle va permettre donc d'attaquer un joueur qui se trouve dans la même zone que nous. Alors attention, on ne pourra donc pas faire la guerre si on se trouve à côté d'un peuple, et il faudra donc utiliser d'abord un déplacement pour venir se placer sur un endroit où il y a un adversaire. Je vous rappelle que cette action ne peut pas être empêchée par l'adversaire, on peut toujours se rendre en fait sur une case à proximité, donc là je peux aussi aller me rendre là. Et une fois que je suis avec quelqu'un, s'il a un niveau technologique guerrier inférieur au mien, je pourrais décider de jouer la carte guerre. À ce moment-là, ça me permettra de gagner immédiatement 2 points de victoire et de lui retirer le cube qui se trouve dans le même territoire que moi. Donc, l'enlever comme ceci et le remettre en fait dans une réserve en fait du plateau de jeu. Alors attention, dans cet exemple-là, je m'attaque à un Civbot. Alors évidemment, il faut aussi qu'il ait un niveau en guerre inférieur à moi, et à ce moment-là, son cube, eh bien, hop, il est tout simplement défaussé. Si on s'attaque au dernier cube d'une Civbot, eh bien on pourra le détruire complètement, et à ce moment-là, la Civbot ne jouera plus de la partie, et donc voilà, on sera débarrassé déjà d'un point. En revanche, il est interdit de détruire complètement un joueur, donc si jamais j'avais décidé de me déplacer là et de faire la guerre au joueur vert, comme c'est le seul territoire qu'il a sur la carte, je ne peux pas enlever son cube. Par contre, ça ne m'empêchera pas de marquer les 2 points de victoire associés à l'attaque que je réalise. Alors, parlons un peu des déplacements et des attaques des Civbots. Si un Civbot se déplace, eh bien, il va d'abord se déplacer sur les cases vides s'il y en a. Il n'attaquera jamais, enfin, il n'ira jamais sur un territoire où il y a un adversaire s'il peut conquérir un territoire vide. S'il a plusieurs territoires vides comme ici, eh bien, il ira toujours sur celui qui a le plus gros chiffre indiqué à droite. Si par contre, eh bien, il n'a plus de territoire vide à conquérir, donc là par exemple comme ceci, eh bien, il choisira le territoire occupé qui présente aussi le plus grand chiffre à droite. Donc là par exemple, il viendra en fait sur le territoire de ce joueur-là. S'il se déplace à nouveau, eh bien cette fois-ci il a un territoire vide dans lequel il peut aller, donc il se déplacera ici, et là par contre il aura le choix entre là et là, eh bien il prendra celui où il y a le 9 de représenté, il viendra donc à cet endroit-là. Ensuite, pour l'action guerre, si le Civbot tire une guerre et qu'elle se trouve en fait sur des territoires où il y a des adversaires, même d'autres Civbots, eh bien elle les combattra si possible, c'est-à-dire si elle a un niveau technologique supérieur à cette civilisation.
Donc là, dans ce cas-là, par exemple, elle est présente dans 2 territoires, eh bien, elle va d'abord regarder, en fait, on va d'abord regarder laquelle des deux elle peut battre, et si elle peut battre une des deux, eh bien, elle attaquera celle qu'elle peut battre. Si elle ne peut battre si elle peut battre les deux, elle choisira évidemment le territoire où il y a le plus gros chiffre d'indiqué. Alors, en revanche, s'il y a plus d'un cube qui se trouve dans le territoire, donc si là par exemple elle déclare une guerre alors qu'il y a 2 adversaires dans le même territoire, elle choisira d'attaquer l'adversaire qui a le plus de points de prestige à ce moment-là du jeu. Si jamais il y a encore une égalité, eh bien elle attaquera dans l'ordre du tour, donc c'est-à-dire qu'elle attaquera le premier joueur du tour si possible. Alors parlons maintenant des bonus technologiques qui me sont accordés lorsque je gagne un nouveau niveau. Alors cette carte rouge indique qu'en début de partie, comme tout le monde se trouve à cet endroit-là, nous n'avons le droit de jouer qu'une seule carte devant nous lors d'un tour d'action. Ensuite, si j'arrive à augmenter là, nous l'avons déjà vu, on va gagner en fait la carte guerre qu'on avait placée de côté en début de partie et qui permettra donc ensuite d'attaquer les joueurs qui se trouvent sur le même territoire que nous, à condition qu'on ait un niveau technologique guerrier supérieur au sien. Donc par exemple, en fait, si je me trouve là et que le joueur vert se trouve là, comme je suis supérieur en hauteur par rapport à lui, eh bien je peux lui déclarer la guerre et lui retirer un cube. Si par contre je suis à niveau égal avec lui, je ne pourrai pas l'attaquer du tout. Ensuite, nous avons l'élevage. L'élevage ne donne rien de particulier. Si j'arrive ici, à ce moment-là, j'invente la métallurgie et ce symbole indique que je vais pouvoir bénéficier du bonus en fait de la carte augmentation de niveau militaire. Effectivement, c'est cette carte-là qui est indiquée. Nous avons vu qu'en début de partie, on peut défausser un cube pour pouvoir augmenter de 1 en niveau militaire. Et bien à partir du moment où j'ai inventé la métallurgie, je peux décider de défausser 3 cubes qui se trouvent devant moi pour augmenter de 2 en technologie guerrière. Ça permet de progresser plus rapidement car nous l'aurons vu en général à chaque manche, on ne peut jouer qu'une fois une carte, et donc ça avance assez lentement. À partir du moment où vous aurez ça, par contre il faudra quand même récupérer 3 cubes avant de pouvoir la jouer, vous pourrez augmenter plus rapidement votre niveau guerrier. Mais il n'y a pas que ça, ce symbole indique un nouveau conseiller. Dès qu'un joueur va arriver ici, eh bien il va pouvoir piocher sur le dessus de son paquet conseiller un nouveau conseiller qu'il va pouvoir ajouter à sa main et donc il pourra utiliser à la place d'une carte action pendant le jeu. Ensuite, nous avons la roue. Les joueurs qui inventent la roue auront droit au bonus accordé par leur carte de développement. Effectivement, normalement, on joue un cube en fait qui est devant nous en fait sur la carte à côté d'un territoire que l'on possède déjà. Dès qu'on a inventé la roue, on pourra récupérer un cube dans une réserve avant de le placer sur la carte. Donc un petit bonus. Attention, dès qu'on est arrivé ici, il y a aussi ce symbole avec une carte avec un 2 rouge. Et bien ça correspond au nombre d'actions que l'on peut jouer dans le tour. Et bien à partir de là, ce joueur-là, par tour, au lieu de mettre une seule carte face cachée devant lui, pourra, s'il le souhaite, mais ce n'est pas obligatoire, placer 2 cartes. Lorsqu'on passera à la révélation, il décidera dans quel ordre il décide de jouer ces 2 actions. Et voilà, donc ça peut être très intéressant parce que ça va doubler en fait le nombre d'actions que vous pouvez faire lors d'une manche. Ensuite, lorsque vous inventerez l'écriture ici, vous aurez le droit au bonus artistique qui correspond à cette carte-là. Nous avons vu en défaussant un cube, on peut gagner une merveille. Et bien là, dès qu'on aura ce niveau-là, on pourra décider, si on le souhaite, de défausser 3 cubes pour gagner 2 merveilles à la fois. Ensuite, nous avons la philosophie. Alors je vous rappelle qu'on ne peut pas avancer comme ça quand on se retrouve sur le bord du plateau de jeu. Il faudra donc évidemment d'abord augmenter en militaire pour ensuite faire encore un développement de science. Si on arrive à faire ceci, eh bien on gagnera la philosophie qui permet tout simplement de piocher encore un conseiller sur notre petite pioche de cartes conseillées. Ensuite, au niveau 8, nous inventons la navigation. Alors la navigation va changer beaucoup de choses. Effectivement, dès qu'un joueur va atteindre la navigation, eh bien tous les joueurs en jeu seront considérés comme étant adjacents, c'est-à-dire qu'ils pourront se rendre sur n'importe quel territoire à partir de n'importe quel territoire, puisque la mer est partout et donc ils pourront se déplacer absolument partout. On pourra donc faire des raids
même sur des civilisations qui sont séparées par la mer de nous, et on pourra aussi déplacer les cubes en fait d'un territoire à l'autre sans s'occuper vraiment de la carte. Alors la navigation permettra aussi d'utiliser la deuxième ligne de commerce qui permettra en fait de récupérer toujours une technologie par rapport à une civilisation qui a un niveau technologique supérieur à nous, mais en nous lui faisant cette fois-ci gagner plus qu'un seul point de victoire au lieu de 2 points de victoire. Ensuite nous avons l'imprimerie. Lorsqu'on l'inventera, eh bien on pourra utiliser la deuxième ligne en fait de l'action esclavage, mais par contre ça nous coûtera cette fois-ci un point de victoire si on décide de récupérer 4 cubes au lieu de 2. Alors comme d'habitude, à chaque fois que vous atteignez la possibilité d'utiliser la deuxième ligne, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la deuxième ligne lors de votre tour, vous choisirez entre la première et la deuxième. Ensuite, vous avez l'invention de la poudre à canon qui permettra de faire des raids améliorés, toujours pareil en utilisant cette fois-ci la deuxième ligne qui permet de récupérer 2 cubes au lieu d'un. Je vous rappelle que c'est sur une civilisation adjacente à la nôtre cette fois-ci, donc si on a la navigation, toutes les civilisations sont adjacentes. Donc on peut le faire sur tout le monde et il suffit d'avoir un niveau guerrier supérieur au joueur sur lequel on lance le raid pour pouvoir récupérer cette fois-ci 2 cubes de la réserve et marquer 2 points de victoire. Alors les raids en fait ne font rien de négatif sur les joueurs sur lesquels on le fait. Ça permet juste de gagner des points de victoire et de récupérer des cubes en plus. Ensuite nous avons l'architecture ou la géométrie, je ne sais pas trop, qui vous permettra en fait d'utiliser la deuxième ligne des cartes en fait de science pour gagner 2 sciences en défaussant 3 cubes. Ensuite, vous pourrez inventer les usines pour gagner en fait la carte de tourisme qu'on a mis de côté en début de partie. Effectivement, nous n'avons pas encore vu cette carte puisqu'on la gagne assez tard dans le jeu. La carte tourisme permet en fait de gagner des points de victoire en fonction du nombre de bâtiments qu'on a construits à raison de 1 point de victoire pour 4 bâtiments construits durant la partie. Donc effectivement, si vous avez construit beaucoup de bâtiments au fur et à mesure du jeu et que vous arrivez à ce niveau-là, ça peut être très intéressant à jouer. À ce niveau-là, attention, vous récupérez aussi, dès que vous arrivez ici, la carte action la plus ancienne que vous avez jouée qui vient rejoindre votre main. Ensuite, nous inventons ici la médecine qui permet de récupérer un conseiller et lors de votre tour d'action de jouer 3 cartes face cachée au lieu de jouer une seule carte. Alors c'est aussi une option, vous jouerez à partir de ce moment-là 1, 2 ou 3 cartes à chaque tour, mais ça peut grandement accélérer le jeu. Ensuite, nous avons la radioactivité qui va donner un bonus en fait pour le combat, car effectivement à partir du moment où vous avez la bombe nucléaire, eh bien vous pourrez utiliser la deuxième ligne qui marche selon la guerre classique, mais permettra cette fois-ci de gagner 4 points de victoire au lieu de 2 points de victoire, toujours en retirant éventuellement un cube à la civilisation attaquée, à condition que ce ne soit pas son dernier cube sur la carte. Ensuite, vous allez inventer Internet, et Internet va donner un bonus pour la carte de tourisme. Effectivement, on pourra utiliser la deuxième ligne qui indique qu'on gagne cette fois-ci un point de victoire pour 3 bâtiments construits au lieu de 4 bâtiments construits. Et enfin, il y a ce niveau-là qui permet, dès qu'on y arrive, de gagner immédiatement 6 points de prestige. Alors, à partir du moment où un joueur se retrouve au maximum de la technologie ici, eh bien, à chaque fois qu'il fera une action qui normalement le ferait le pousserait sur la droite, va gagner en fait le petit bonus qui est indiqué ici, c'est-à-dire 2 points de victoire à chaque fois qu'il réalise l'action. Alors voyons maintenant les bonus donnés par le militaire. Alors à chaque fois qu'on arrivera à augmenter en fait d'une ligne comme ceci, ici on récupérera la carte action la plus ancienne qui est posée devant nous. Si on arrive à ce niveau 4, on pourra récupérer immédiatement un cube dans une des réserves du plateau de jeu. Lorsqu'on passera au niveau 5, il ne se passe rien, et au niveau 6, ça permettra de récupérer aussi un cube dans une des réserves du plateau de jeu. Les autres bonus sont les mêmes, gagner la dernière carte jouée, ou bien récupérer un cube dans une des réserves jusqu'au dernier niveau. Dès qu'on arrivera à cet endroit-là, on pourra marquer 6 points de victoire, et pareil, que lorsqu'on est collé au bord et qu'à chaque fois on fait l'action comme ceci, on peut récupérer 2 points de victoire supplémentaires.
Alors, il existe aussi la variante, en fait, qui permet de jouer avec les événements. Alors là, c'est très dur, quand on va bien mélanger ce paquet d'événements, le placer de côté, et à chaque nouveau tour de jeu, en fait, dès qu'on commence la partie, déjà, on va tirer une carte sur le dessus qui va être active pendant tout le tour en cours. À la fin du tour, en fait, quand on passera ici, on défaussera, en fait, cette carte, et on en tirera une nouvelle qui viendra prendre la place de la première. Alors, si certains événements peuvent être positifs, par exemple celui-ci, à chaque fois qu'il y a ce symbole en pointillé, ça indique lorsqu'un joueur va jouer une telle action. Donc, lorsqu'un joueur va jouer une action art pour récupérer en fait un bâtiment en jeu, eh bien, il va aussi gagner un point de guerre, par exemple. Et donc, ça sera actif pendant toute la durée de la manche, à chaque fois qu'un joueur jouera ceci. Il y a la même chose par exemple avec l'évolution, à chaque fois qu'un joueur joue une science, hop, il gagne 3 points de victoire, donc ça peut être sympathique, mais par contre la plupart sont quand même très méchants, par exemple la mort noire, la peste quoi, peste noire. À chaque fois qu'un joueur joue une action, comme il n'y a pas de symbole de dessiné, eh bien c'est à chaque fois qu'on va jouer une carte action, et bien malheureusement les joueurs vont perdre un niveau technologique, et donc faire reculer leurs pions sur le plateau de jeu, dans la mesure où ils peuvent le faire évidemment. Mais ça peut faire entraîner des tours en fait qui vont être très difficiles à terminer. Et il y en a d'autres comme ça, par exemple, à chaque fois qu'on va jouer une carte action, bim, on perd des points de victoire. Évidemment, si on n'a pas de points de victoire, ben c'est pas grave, on n'en perd pas. Mais par contre, il y en a certains en fait qui vont demander des actions particulières. Donc là, pour jouer une carte par exemple de pillage, eh bien les joueurs vont devoir perdre une carte, enfin défausser une carte de leur choix en plus de la carte pillage. S'ils n'ont pas de carte en plus dans les mains pour l'ajouter au pillage, eh bien ils ne pourront pas jouer l'action pillage. Voilà, donc je ne vais pas tous vous les présenter, hein, c'est sympa de les découvrir en jouant, mais à ne faire qu'à partir du moment où vous avez déjà fait un certain nombre de parties avec le jeu de base, qui n'est déjà pas si évident que ça. Il est aussi à noter que vous pouvez jouer en solo contre 5 Civbots. Alors évidemment là ça va être le but de survivre le plus longtemps possible, car vous ne ferez pas la règle que lorsqu'on attaque votre dernier territoire, vous avez le droit de rester en jeu. En fait là vous serez éliminé, puis évidemment il vous faudra essayer de battre votre score en essayant de survivre le plus longtemps possible contre les Civbots que vous vous êtes mis contre vous. Sympathique, et ça permet d'apprendre un peu le jeu, mais c'est assez difficile. Voilà donc pour Historia, un excellent jeu de civilisation très original avec ce système de cartes qu'il faut apprendre à gérer en fait. Alors attention, le jeu est quand même assez costaud quand vous rajoutez des bots, mais sans 6 bots, si vous jouez à moins de 6, c'est tout de suite moins intéressant, peut-être pour une première partie de découverte, mais bon, je vous conseille de carrément, dès le début, jouer avec les 6 bots en vous méfiant d'elles, et puis peut-être en essayant de les tuer le plus rapidement possible, parce que sinon, elles risquent de gagner la partie, en fait. Effectivement, on compte quand même leurs points de victoire, et en général, à la mi-partie, en fait, elles sont très bien avancées. Alors vous pouvez évidemment choisir aussi leur niveau, si vraiment vous êtes très fort, vous pouvez jouer en niveau King au lieu de jouer en Chieftain, vous pouvez même choisir des Civbots en fait de niveaux différents, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Là, attention, en niveau King, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ce sera au Civbot de jouer avant de passer à un décompte de fin de tour, eh bien elles effectueront l'action de 5 cartes parmi celles qui sont disponibles. Donc je n'ose pas imaginer, j'ai jamais tenté à quel point elles peuvent nous faire du mal. Voilà, je ne vais pas vous présenter tous les bonus accordés aussi par les cartes monuments, mais qui sont très intéressants. Hein. Ne négligez pas les monuments, car ils vous permettent, en fait, en utilisant leur capacité spéciale lors de votre tour, en fait, d'effectuer parfois des combos qui vous permettent de marquer un maximum de points de victoire. Voilà donc un très bon jeu qui malheureusement, à mon avis, n'a pas été très bien fini car il y a de nombreuses facs qui sont apparues après l'apparition du jeu. Donc là j'ai essayé en fait de vous parler de toutes les modifications de règles qui ont été ajoutées depuis la parution du jeu. Mais voilà, donc c'est dommage, il aurait peut-être dû faire plus de parties de test avant de sortir directement son jeu, dont on doit quand même modifier beaucoup de règles pour pouvoir y jouer correctement. Mais sinon, c'est quand même très très original et sympathique. Si vous voulez faire un jeu de civilisation,
qui dure moins de 2 heures, on va dire 2 heures ou 2 heures et demie si vous jouez à 6, hein, effectivement. Et quand on joue avec les Sivebots, ça ralentit aussi un petit peu le jeu parce qu'il faut jouer les cartes des Sivebots. Mais bon, on va dire qu'en 2 heures à peu près, une fois que vous maîtrisez les règles, c'est jouable, peut-être même en moins si tout le monde connaît bien le jeu. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règles. Au revoir.